Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui, que vous nous rejoigniez depuis le Canada ou le Royaume-Uni ou que vous soyez déjà arrivé en France. On va parler aujourd'hui de fiscalité et plus particulièrement dans le cadre d'un retour en France. On va parler on va vous expliquer comment déterminer votre statut de résidence fiscale, comprendre la règle des 183 jours, les obligations fiscales en France et puis aussi apprendre un peu les stratégies pour réduire votre charge fiscale. On a le plaisir et l'honneur de recevoir Eliane Racoto-Noël, ancienne cadre chez Alstom, qui a créé le cabinet Elitext en 2020 et qui est un cabinet En spécialisé dans le 2000. conseil. En 2000, qu'est-ce que j'explique? Je lis trop vite. Cabinet spécialisé dans le conseil fiscal aux expatriés et aux entreprises internationales. Merci beaucoup, Eliane, de nous retrouver aujourd'hui. Donc vous allez nous présenter tout ce qu'il y a à savoir et puis vous allez répondre aussi aux questions de nos auditeurs. Donc j'en profite pour le rappeler, on est en live, n'hésitez pas à poser vos questions. On commencera par les présentations. Vous avez que si vous nous suivez sur Zoom, vous pouvez poser directement dans les Q&A. Vous verrez pour écrire vos questions et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez directement les mettre dans les commentaires. Et puis, bah, Eliane pourra y répondre à la fin de la présentation. Et ben, sans plus attendre, Eliane, je vous passe la parole et puis je vous dis à tout à l'heure pour les questions. D'accord. Je vous laisse partager Merci. aussi Bonjour. votre écran. OK. Merci beaucoup. Alors, partager. Est-ce qu'on est bon? Non, c'est le troisième écran d'après les tests que nous avons faits. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct, mais Ah, ça devrait charger. alors, donc je recommence, hein. Je Ouais. commence le partage. Où est-ce que vous êtes? Donc, vous voyez l'écran. Donc, on est Là, pour là. l'instant, on ne voit pas encore le partage d'écran, mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'ailleurs si d'où vous nous suivez, que vous soyez au Royaume-Uni, que vous soyez au Canada. C'est toujours intéressant et surtout bah, posez vos questions. Et Euh, vous voyez quoi là? Là, c'est Déjà, bon, ça charge. Et là, après, c'est bon. ouais, Et après, on est et là. après la magie va opérer. Et voilà. On est bon? Super. OK. La parole est à vous. OK, merci. Bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi de vous partager ce webinaire aujourd'hui sur le thème du retour en France dans un cadre fiscal sécurisé. Donc, on va parler d'accompagnement dans la transition vers la fiscalité française, comment maîtriser les enjeux fiscaux liés donc à la réinstallation en France. Donc, pour commencer, je vais vous présenter Emma, John et Jacques. D'accord? De nouveaux arrivés en France, c'est toujours bien de pouvoir relier ces notions un peu techniques à des cas concrets. Donc, on va parler de Canada, de Emma, 30 ans, donc, qui revient en France du Canada. Elle est arrivée en France avec son partenaire qui a reçu une offre d'emploi qu'il ne pouvait pas refuser et sont arrivés donc en septembre 2024. Donc, je le prends intentionnellement cette date-là. Ils sont arrivés en 2024. Et puis, on a John, le télétravailleur. Hein, il a décidé de travailler à distance depuis la France. Son employeur a dit, bon, que vous soyez au bureau ou pas, je vous fais confiance, le travail sera fait. Donc, vous pouvez travailler depuis la France. Et donc, John pense que la France ne le concerne pas puisque son employeur est en Angleterre, il est payé sur un compte anglais et il vit, voilà, et son employeur en Angleterre. Alors, on va parler de ça et on va parler de Jacques, 65 ans, retraité. Il vient s'installer en France pour la qualité de vie, il perçoit une pension britannique et possède des économies, une maison et au Royaume-Uni. Donc, voilà, avant d'arriver, bon, il y a tant de choses à régler lors d'un déménagement. Les impôts, oh, je m'en occuperai une fois que je serai installée en France. D'accord. Alors, euh,
Mais bon, c'est vrai qu'on a tellement de choses à faire avant un déménagement qu'on se dit on va voir, mais idéalement, c'est avant le retour qu'il faut s'occuper de ces questions fiscales-là. Alors, le droit interne français, première chose à faire quand on bouge d'un pays à l'autre, c'est de déterminer sa résidence fiscale. D'accord? Et pour déterminer la résidence fiscale de quelqu'un, je vais regarder le droit interne du pays d'accueil. Là, c'est la France qui va être le pays d'accueil puisqu'on parle d'un retour en France et le pays d'origine, que ce soit le Canada, le Royaume-Uni. Donc, quel est le droit de ce pays-là? On va aller vite fait dans le droit interne français, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, on a trois critères, hein, d'accord? Et ces critères-là ne sont pas cumulatifs, ils sont alternatifs. Du moment où on répond à un des critères, on a en France ce qu'on appelle son domicile fiscal. Je reviendrai sur ce mot-là. Donc, premier critère, foyer en France ou le séjour principal. Vous avez vu, exercice d'une activité professionnelle en France et sans des intérêts économiques en France. Et vous avez vu, à aucun moment on nous parle de 183 jours, hein. Le mythe de 183 jours, on reviendra dessus plus tard. Mais voyez, on dit le foyer en France. C'est quoi la définition de foyer? C'est là où le conjoint, le contribuable, son conjoint, sa conjointe, ses enfants mineurs vivent. Là où la personne vit, c'est factuel. Est-ce que la personne vit en France? Et si la personne ne vit pas en France, on va aller chercher le séjour principal. La personne qui vit, par exemple, qui est frontalière en Suisse et qui va et vient, donc ne vit pas en France, mais va et vient, quand il vient en France, il est à l'hôtel, Airbnb, chez des amis, dans la famille, c'est pour cette personne-là qu'on va commencer à aller chercher les jours. Et encore, la loi ne dit pas 183 jours, elle dit séjour principal. Effectivement, si je suis sur deux pays, le séjour principal va être 183 jours. Mais, puis il y a certaines personnes, leur vie, c'est sur plusieurs pays. Donc, ce qu'on cherche, c'est pendant une année fiscale ou sur 12 mois consécutifs, est-ce que la France est le pays dans lequel vous avez passé la majeure partie de vos jours? C'est ça le séjour principal. Et donc, effectivement, si la personne n'est que sur la Suisse et la France, on va aller chercher les 183 jours, mais il faut noter que ça peut être moins de 183 jours. Donc, c'est le premier critère. Deuxième critère, exercice en France de l'activité professionnelle, salarié ou non. D'accord? Ou bien la France était le pays le centre des intérêts économiques, c'est-à-dire le pays dans lequel vous touchez la majeure partie de vos revenus, où vous avez réalisé l'essentiel de vos investissements. Voilà les critères du droit interne français. Donc, et maintenant, il faut aller chercher les critères de l'autre du pays d'origine, sachant que chaque pays a ses propres règles de résidence et la personne peut répondre simultanément au loin interne des deux pays. Et ça crée un conflit de résidence. Mais on va voir comment on va régler ça quand les deux pays revendiquent la même personne. Et là, c'est là où les conventions fiscales interviennent. Donc, le droit interne canadien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas, un article spécifique dans la loi canadienne, ils ont plutôt un faisceau d'indices, d'accord? Donc, il fait de la disposition d'un domicile, hormis les cas des propriétaires vivant hors du Canada et qui mettent le bien en location, si vous l'avez loué, vous n'avez plus à disposition, d'accord? C'est vraiment disposer d'un logement, d'avoir son lieu de séjour, le séjour de son conjoint. Vous êtes marié ou marié de fait, vous vivez en concubinage notoire, le conjoint est toujours resté là-bas. Le lieu de séjour des personnes à charge, vos enfants, les biens que vous détenez au Canada, les liens sociaux et économiques, les permis de conduire, assurance maladie, compte bancaire au Canada. Vous voyez, c'est tout un faisceau qui va dire au Canada si vous avez toujours un domicile fiscal au Canada ou pas. Et on va voir le droit interne au Royaume-Uni où on a des tests de résidence, les tests automatiques du moment où vous êtes présent au Royaume-Uni, 183 jours pendant l'année fiscale, vous êtes considéré comme ayant un domicile fiscal au Royaume-Uni. Si vous disposez d'un logement au Royaume-Uni pendant toute l'année ou une partie de l'année, ou si vous travaillez un nombre suffisant au Royaume-Uni sur une période de 365 jours, vous passez le test automatique de résidence. Au Royaume-Uni toujours, il y a les tests automatiques de non-résidence qui n'est pas non-résident. Quelqu'un qui est moins de 16 jours au Royaume-Uni, quand elle a été résidente fiscale pendant au moins une des 3 dernières années, ou travailler suffisamment d'heures à l'étranger et moins de 31 jours de travail au Royaume-Uni. D'accord? Où il y a le test des liens suffisants
les liens familiaux, logement, travail, présence au Royaume-Uni pendant au moins 90 jours, ou le lien de pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni est le pays où la personne a passé le plus grand nombre de jours cette année-là, vous allez aussi avoir donc un domicile fiscal au Royaume-Uni. Donc, quand la personne a simultanément répond à un des critères français, je retourne là-dessus rapidement, on a un foyer en France où le lieu de séjour principal, on exerce en France son activité professionnelle ou on a son centre d'intérêt économique en France et qu'on répond à un des critères ou canadien ou Royaume-Uni, comme on vient de voir, et bien là, la personne répond simultanément aux deux lois internes. On dit qu'il y a conflit. Qu'il y a conflit, donc il va y avoir une convention qui va nous aider à déterminer la résidence fiscale unique cette fois-ci. La personne peut avoir deux domiciles fiscaux, un en France parce qu'on répond à un critère de la loi interne française, un au Royaume-Uni ou au Canada. Et là, il y a conflit, on va à la convention. La convention signée entre la France et le Canada et la France et le Royaume-Uni répondent aux critères du modèle OCDE parce que ces pays sont membres de l'OCDE. Donc, voilà les critères qu'on va voir. Lorsque deux pays vous revendiquent tous deux comme résident fiscal, la convention fiscale applique une cascade de critères. Et là, c'est des critères vraiment dans l'ordre où ils vont apparaître. D'accord? Le premier critère, quand quelqu'un répond simultanément à deux lois internes, c'est quoi? C'est la personne va être résidente fiscale du pays dans lequel cette personne a un foyer d'habitation permanent. Ça veut dire quoi? Un logement que j'ai à disposition en tant que propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit. Donc, à vous de voir maintenant si vous répondez simultanément à la loi française et canadienne, je vais être résident fiscal de quel pays? Le pays dans lequel j'ai un logement à disposition. Donc, on a vu tout à l'heure, ce n'est pas que je suis propriétaire du bien. Hein. Si je peux être propriétaire d'un bien et ne pas l'avoir à ma disposition parce que je l'ai mis parce que je l'ai mis en location, par exemple. Donc, vous serez résident fiscal du pays dans lequel vous avez un foyer d'habitation permanent. Donc, en quittant le Canada, le Royaume-Uni, si vous avez mis fin à votre bail dans le pays ou si vous avez vendu votre bien ou vous l'avez mis en location, eh bien, vous n'aurez un foyer d'habitation permanent qu'en France. Et dans ce cas-là, vous êtes devenu résident fiscal de France et ce, dès le premier jour de votre arrivée en France. Il ne faut pas attendre 183 jours. D'ailleurs, on n'a pas vu 183 jours dans la loi. Il ne faut pas attendre forcément 183 jours pour avoir une résidence fiscale dans un pays. Donc là, dans ma détermination, vous répondiez aux critères des deux lois internes. On est allé à la convention. Premier critère, foyer d'habitation permanent. Votre maison ou votre appartement au Royaume-Uni ou au Canada, vous avez mis fin au bail, vous l'avez vendu, vous l'avez mis en location, vous ne l'avez plus à disposition, vous êtes devenu résident fiscal le premier jour en France. D'accord? Cependant, si vous avez gardé votre bien parce que vous l'avez gardé pour vos propres besoins personnels et tout ça, donc dans l'autre pays, donc ça veut dire que vous venez en France, forcément, vous ne vivez pas sous les ponts. Donc en France, vous avez automatiquement un foyer d'habitation permanent. Donc, vous aurez un foyer d'habitation permanent dans les deux pays. Donc, le premier critère, le premier niveau, des quatre critères ne suffisant pas, on va aller au deuxième critère qui est celui des centres des intérêts vitaux, c'est-à-dire avec lequel des pays vos liens personnels et économiques sont-ils les plus étroits, les plus forts. Là, on va prendre en compte effectivement votre famille, vos liens sociaux, votre activité professionnelle, le patrimoine. Voilà. Donc, on va chercher, si on prend comme une balance, d'accord, on prend un plateau de chaque balance. Si on prend le plateau canadien, on met vos liens personnels qui restent là-bas et vos liens économiques. Et on fait exactement la même chose du côté français. De quel côté penche la balance? Vous serez résident fiscal de ce pays-là. D'accord? Et dans les liens personnels n'ayant pas euh, euh, de l'incidence ou n'étant pas plus important que les liens économiques, c'est vraiment le total des deux dans chaque pays qu'il faut bien comparer. D'accord? Et des fois, on peut avoir des liens personnels dans un pays et les liens économiques dans l'autre pays. Dans ce cas-là, la balance est équilibrée. Et là, on va au troisième critère qui va être celui des séjours
habituel. Dans quel pays séjournez-vous le plus? Donc voilà. Donc, si effectivement, là, on peut parler des 183 jours, c'est-à-dire si on prend les deux pays, où est-ce que vous allez séjourner le plus longtemps? D'accord? Et vous voyez, ce critère, c'est le troisième, hein. On avait le foyer d'habitation permanente, celui-là, il est décisif dans 50% des cas. Et après, s'il y a un foyer permanent dans les deux pays, on va chercher le centre des intérêts vitaux. Si on n'arrive pas à les déterminer, la balance ne penche pas vraiment, là, on va chercher le séjour habituel. Mais si la personne vit 50% au Canada, 50% en France, 50% en UK, 50% en France, le séjour de manière habituelle est dans les deux pays. Dans ce cas-là, c'est la nationalité qui va primer. La personne, est-ce que vous êtes que de nationalité française? Vous avez vécu longtemps au Canada et vous revenez en France. Bon, on a vu, vous répondez à tous les critères. Et bien, au quatrième critère, comme vous êtes de nationalité française, vous serez de résident fiscal de France. Et si vous êtes de nationalité canadienne, vous serez donc résident fiscal du Canada. Donc, vous voyez, le critère de nationalité, il arrive loin, loin, loin dans les critères. Et c'est le dernier, hein. On est d'abord passé par les lois internes. Et ce n'est que parce qu'il y avait conflit aux lois internes qu'on est passé par tous ces critères. Et la nationalité vient en dernière position. Et aussi, si par contre, vous pouvez avoir la double nationalité, si la personne est franco-canadienne ou franco-UK, et on est sur un cas France-UK, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ou si la personne a la nationalité d'aucun des deux pays, c'est-à-dire c'est un Espagnol qui allait vivre pendant des années au Canada et qui revient en France. Il n'a ni la nationalité canadienne ni la nationalité française. Donc, si on a la double nationalité ou on a la nationalité d'aucun des deux pays, dans ce cas-là, ce sont les autorités qui tranchent. On va écrire une lettre à Bercy. Bercy va contacter ses homologues UK. Ils vont discuter et nous donner une réponse. La personne est résidente fiscale. France ou UK, nous, on n'a plus de questions à poser. On n'a plus qu'à appliquer la réponse donnée par les administrations fiscales. Donc, voilà comment on détermine la résidence fiscale. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou est-ce que tout est clair? Il commence à y avoir quelques questions. Alors, je peux peut-être en prendre une comme ça à la volée, si ça te D'accord? va, Hélène. Ouais. Alors, on a une question. Je reviens de Londres avec mon mari dans le cadre de ma grossesse. Nous sommes tous les deux entrepreneurs avec nos limited au UK, pardon. Je suis diététicienne à Londres, mais je fais des consultations en ligne de Paris. Mon mari est producteur, son intérêt économique est principalement en France. Et moi à Londres, est-ce que l'on doit fermer nos limited ou donc le statut de leur entreprise, ou y a-t-il des cases à cocher sur nos avis d'impôt en France? Et ils ont le settlement statut. OK, donc là, on parle de beaucoup de choses, des déclarations ou des déterminations de la résidence fiscale. On viendra tout à l'heure à la déclaration. Pour l'instant, on est en train de déterminer la résidence fiscale. Donc, j'aimerais qu'on puisse rester, que vous puissiez D'accord. prendre les On questions pourra, qui sinon on y concernent. reviendra après. Ouais. Voilà. Mais je Ouais. répondais à cette question, hein, elle est intéressante. Mais pour l'instant, on est sur la Ok, résidence très bien. fiscale. Bah, On faisons parlera la après de. présentation et on reprendra après à ce moment-là les questions. OK, d'accord. Super, Donc là, merci. on est arrivé à déterminer la détermination de la résidence fiscale. Et donc, comme je vous parlais tout à l'heure, le fameux mythe des 6 mois, quelqu'un qui dit, je n'ai été que 5 fois en France pendant l'année fiscale 2024, donc je n'ai pas déclaré mes revenus cette année-là. Est-ce correct? Ben non, d'après ce qu'on vient de voir, la règle des 183 jours, elle existe quelque part, mais bon, et en plus de ça, la loi ne dit pas, et la loi dit bien le séjour principal. Donc, ben voilà, c'est un des critères parmi, mais ce n'est pas le seul. Tout le monde connaît ces 183 jours. Je ne sais même pas qui a fait tellement la pub pour ces 183 jours. Mais vous voyez, et c'est un des critères. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, si la personne qui est arrivée en septembre ou en août du Canada et qui après n'a plus de foyer d'habitation permanent au Canada parce que a mis sa maison en location ou a mis fin à son bail ou a vendu son bien, il n'a qu'un logement qu'en France et la résidence fiscale, elle est en France dès le premier jour de l'arrivée. D'accord? Elle existe, cette règle, quelque part, mais elle est sans pertinence. Le domicile fiscal, là où le domicile familial, l'école de vos enfants, votre vie quotidienne sont en France, vous allez être résident fiscal. Vous pouvez être résident fiscal
dès le premier jour de votre retour en France. D'accord? Vous me rappelez le cas d'Emma tout à l'heure qui était arrivée en 2024. Hein? Donc, elle est arrivée en septembre, son domicile fiscal, son travail, son partenaire, tous ses enfants, ils sont en France dès le premier jour. Et et elle a été résidente fiscale dès le premier jour, même si elle n'est restée en France que 4 mois. Et quand on a rencontré Emma, bon, cette année en 2026, Emma nous contacte pour dire, j'aimerais faire ma déclaration de revenus de l'année 2025 parce que j'ai été en France plus de 183 jours. Bon, notre question, c'est, vous êtes arrivé en France quand? En septembre 2024. Ah, vous auriez dû faire une déclaration au titre de 2024. Ah non, je n'étais pas résidente fiscale en France, j'ai passé moins de 183 jours. Vous voyez, alors que c'est tout faux. Et Iba nous a dit qu'en Angleterre, elle vient de Canada, pardon, elle n'a plus de biens à sa disposition, qu'ils ont fini leur temps d'expatriation au Canada. Maintenant, ils n'ont qu'un un logement qu'en France. Alors donc, et son mari et son partenaire, ils auraient dû faire une déclaration de revenus en 2024. Et peut-être même qu'ils ont trop payé. J'ai un slide que j'ai prévu pour plus tard. Leur situation, ils sont en risque parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas déposé une déclaration de revenus. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'autres choses. On va le voir tout à l'heure. Et donc, ils ont déjà plus de 4 500 euros de pénalité sur leur tête sans le savoir. Donc, mon but ici, je ne veux jamais hein, effrayer mes clients ou les personnes auxquelles je parle. Hein. C'est vraiment pour vous expliquer que avec cette fausse notion de 183 jours, mais les gens se mettent dans des situations d'irrégularité fiscale sans s'en rendre compte. C'est pour ça que nous sommes là, justement, pour vous aider et puis bon, lors de ce webinaire, vous aider à ne pas commettre ces mêmes erreurs. D'accord? Alors, donc, comme je suis la personne est résidente fiscale de France, d'accord? On a déterminé la résidence fiscale tout à l'heure. Dema, elle est résidente fiscale de France. Elle a une obligation fiscale illimitée. Ça veut dire quoi? Elle doit déclarer ses revenus mondiaux. Si elle a un salaire britannique, ils ont des revenus locatifs canadiens parce que leur maison où ils habitaient, ils l'ont mise en location. Ils ont des dividendes américains. Ils ont une pension, you name it, comme on dit. Tous ces revenus-là doivent être déclarés en France depuis l'année 2024 et surtout 2025, d'accord? Cela ne signifie pas que vous serez imposé 2 fois. C'est précisément le rôle des conventions fiscales. Elle nous a aidé tout à l'heure à déterminer la résidence fiscale unique, mais c'est elle aussi qui va nous aider pour voir quels revenus seront imposés dans quel pays et si ce même revenu est imposé dans les deux pays parce que la convention le permet, lequel des deux pays va accorder le crédit d'impôt pour annuler la double imposition. Une chose à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de double imposition. Il y a une convention avec le Canada et avec UK. Il n'y aura pas de double imposition sur vos revenus. Néanmoins, vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Déclaration de revenus annuelle, donc chaque année sans exception, déclarer des revenus mondiaux, déclarer les comptes bancaires situés à l'étranger et déclarer certains actifs à l'étranger, assurance vie, les trusts et les biens immobiliers sous quelques conditions, on va en parler. Donc, vous voyez, Emma aurait dû faire ça depuis mai 2025 par rapport à ces déclarations, ces revenus 2024. D'accord? Donc, que les comptes bancaires, même s'il n'y a aucun revenu français, du moment où vous êtes résident fiscal de France, vous devez faire une déclaration de revenus, quitte à avoir un avis de non-imposition. D'ailleurs, cet avis va servir dans plusieurs démarches administratives. Donc, il est important de faire cette déclaration de revenus. Les comptes bancaires, tous les comptes bancaires détenus hors de France doivent être compris, y compris les comptes joints et les comptes sur lesquels vous avez une procuration, les comptes les comptes bancaires situés à l'étranger, hein, pas en France. Hein. Donc, aucun seul minimum, vous n'allez pas dire, oh, moi, sur ce compte-là, il me reste que 10 pounds, donc je ne le déclare pas. Non, il faut déclarer ces comptes-là. Il faut aussi déclarer l'immobilier à l'étranger si on est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, on va en parler aussi. L'IFI, elle est due, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, seulement si la valeur totale des biens immobiliers détenus dans le monde entier, ça dépasse 1
300 000. Mais bonne nouvelle pour les arrivants, si vous avez été non-résident fiscaux de France pendant les 5 dernières années, parce qu'on peut être en train de revenir du Canada, mais ça ne fait que 3 ans qu'on était parti au Canada. Mais si on était au Canada ou au Royaume-Uni pendant plus de 5 ans et qu'on revient en France, les biens immobiliers situés à l'étranger sont exclus de la base taxable à l'IFI. Je m'explique, vous avez un bien immobilier qui vaut 1 million de pounds au UK et un bien immobilier 400 000 en France, 400 000 euros. Pendant les 5 premières années, si vous avez été non-résident fiscal les 5 précédentes années, le bien situé en UK est exclu de la base taxable. Donc, j'ai vu plusieurs personnes qui ont déclaré, disent, il y a les filles, je dépasse le 1,3 million, je déclare tout. Attention, enfin, il y a quand même, c'est une erreur, vous payez un impôt que vous n'auriez pas dû. Sachez que vous avez pendant 5 ans une exonération sur la valeur des biens situés hors de France. Par contre, si vous avez déjà dès la première année en France un bien immobilier ou des biens immobiliers dont la valeur est supérieure ou égale à 1,3 million, effectivement, vous devez les déclarer. Et au bout de 5 ans, systématiquement, c'est votre patrimoine immobilier mondial qui doit être pris en compte pour voir si vous avez atteint le seuil d'1,3 million. D'accord? Vous devez aussi déclarer les assurances via l'étranger, sans seuil, sans exception, aussi les trusts à l'étranger. D'accord? Donc, j'ai toujours un compte bancaire au Royaume-Uni, mais je n'ai presque rien dessus. Dois-je le déclarer? Oui, John, vous devez déclarer ce compte à l'étranger. Même les comptes qui sont dormants, d'accord? Il y a des comptes, vous savez, qui ont été ouverts par nos parents quand on était petits et autres. Du moment où vous avez connaissance de ce compte-là, les comptes dormants, vous les déclarez une fois et après les années suivantes, vous ne les déclarez plus. Par contre, si c'est un compte que vous avez utilisé, clos, ou ouvert pendant une année fiscale, vous devez continuer à déclarer ce compte-là. Si le compte a été actif, utilisé, ou si vous avez ouvert un compte ou clos un compte, vous devez déclarer ce compte-là et chaque année. D'accord? Donc, les conventions fiscales, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là pour nous protéger de la double imposition, mais elles ne suppriment pas l'obligation de déclarer. Que font les conventions fiscales? Elles nous permettent de déterminer notre résidence fiscale unique, d'accord, de diminuer et de réduire la double imposition, de répartir les droits d'imposition dans chaque pays, mais ce qu'elles ne font pas, elles ne nous exonèrent pas de l'obligation de déclarer en France ses revenus mondiaux, de supprimer nos obligations déclaratives et elle ne remplace pas le droit interne français. Quand vous devenez résident fiscal de France, vous tombez sous le coup du Code général des impôts français, d'accord? Vous êtes protégé certes de double imposition, mais le droit français s'applique à vous euh, totalement. Donc, le revenu locatif de Jacques, hein, celui qui a en UK, parce que je vous rappelle, Jacques, il a un bien immobilier en UK, la convention fiscale prévoit que le revenu immobilier est taxable en UK parce que le bien est situé en UK. C'est UK qui assure la sécurité de ce bien-là. Le locataire envoie ses eaux usées dans les égouts anglais. Dans ce cas-là, c'est UK qui va imposer ce bien-là. Jacques va aussi déclarer ce bien en France. Ce bien va rentrer dans son assiette taxable parce que la France dit, moi aussi, je vais imposer ce bien immobilier UK. Par contre, je vais accorder un crédit d'impôt. D'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, les successions et donations, donc la résidence fiscale ne concerne pas uniquement l'impôt sur le revenu. Quand on tombe sous le coup de la loi interne française, on a tous les impôts qui vont avec, d'accord? L'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, on en a parlé, les droits de succession et de donation, même sur des actifs qui sont situés à l'étranger. La règle française, si le donateur ou le défunt est résident fiscal de France, la fiscalité française s'applique sur le patrimoine mondial. Si le bénéficiaire a été résident fiscal en France pendant 6 ans, au moins 6 ans sur les 10 dernières années, la fiscalité française va s'appliquer même si le donateur ou le défunt est à l'étranger. Donc, la personne qui a été résidente fiscale de France 6 ans sur les 10 dernières années, si elle quitte la France et hérite
d'un bien, la personne sera imposable en France. Sinon, vous pouvez être en train de faire de la stratégie fiscale. On sait qu'on va hériter d'un bien ou on va avoir une donation, donc on quitte la France pour éviter l'imposition. Non, la France va considérer sur les 10 dernières années, avez-vous été résident fiscal au moins 6 ans? Si oui, donc taxation en France. D'accord? Il existe des conventions fiscales qui couvrent aussi les successions, hein. Par contre, elles sont plutôt rares, même si la France a signé 127 conventions qui protègent sur l'impôt sur le revenu, mais sur les successions, les donations, c'est beaucoup moins que les 127, d'accord? Donc, au Royaume-Uni, par exemple, il existe une convention qui couvre les donations et les successions. Donc, il n'y aura pas de double imposition si le bien est situé, le bien immobilier que le résident fiscal, dont le résident fiscal hérite, est le bien en UK. Donc, le bien étant si en UK, il y aura des droits de donation, de succession en UK. En France aussi, la personne étant résidente fiscale en France va aussi supporter ses droits de succession, mais on va annuler la double imposition. La France, le pays de résidence fiscale, va annuler la double imposition. Mais ici, vous voyez bien la nuance. Annuler la double imposition, ce n'est pas une opération zéro. Parce que si l'impôt sur les successions en UK était de 10 000, en France, on calcule l'impôt sur les successions, c'est de 12 000. On va déduire, on va donner un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé à l'étranger, les 10 000, mais il y aura un solde de 2 000 euros à payer en France. Donc, l'élimination de la double imposition, ça ne veut pas dire que c'est zéro, hein. Ça veut dire que vous ne payez pas deux fois sur le même bien. Mais chaque pays ayant ses taux, d'accord? Si le taux de la France est supérieur au taux anglais, dans ce cas-là, il y aura un différentiel à payer en France. Si le taux de la France est inférieur au taux anglais, dans ce cas-là, vous avez juste fait la déclaration, le crédit d'impôt étant supérieur à l'impôt français, vous n'avez rien à payer. Cependant, il ne vous rétrocède pas dans ce cas-là le différentiel, hein, d'accord? Par contre, avec le Canada, il n'existe pas de convention fiscale couvrant les donations. Dans ce cas-là, il peut y avoir une possibilité de double imposition. D'accord? Donc, lorsqu'une convention successorale existe, la convention détermine quel pays a le droit d'imposer les biens. En général, les biens immobiliers sont imposés là où ils se trouvent. Les autres actifs peuvent être attribués au pays de résidence du défunt. Exemple, la France a des conventions successorales avec les États-Unis, la Suède et quelques autres pays, mais pas avec le Canada ou l'Australie, par exemple. D'accord? Donc, déménager en France peut changer significativement votre imposition sur les donations et les droits de succession, et même si les possessions sont détenues à l'étranger. Donc, il faut anticiper. D'accord? Si on est au Canada, on sait qu'on va hériter d'un bien au Canada et autres, dans ce cas-là, mieux vaut attendre l'événement avant de se retrouver dans un pays où ça va être taxé et comme il n'y a pas de convention, vous ne pourrez pas échapper à la double imposition. D'accord? Alors, on se souvient des débats, hein. Vous savez, ça fait 18 mois qu'elle est là. Elle est arrivée en septembre 2024. Elle n'a pas fait de déclaration. D'accord? Parce qu'elle a supposé que pas de revenus en France, enfin, ou en tout cas pas de 183 jours, donc je n'ai rien à faire. Personne ne lui a dit le contraire. Ce n'est pas qu'elle est négligente, elle ne savait juste pas. Elle n'est pas seule, c'est précisément pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir parler de ces erreurs qu'on rencontre fréquemment. D'accord? Ben, vous vous rappelez, c'est son conjoint qui avait trouvé un poste en France et qui ne pouvait pas refuser une belle opportunité. Donc, ils sont venus depuis le Canada de France. Donc, son conjoint, comme il a été salarié d'une société, lui, de toute façon, l'employeur a fait le prélèvement à la source tous les mois sur son salaire. D'accord? Et au taux d'un célibataire. Donc, quand vous arrivez en France, vous êtes nouvellement arrivé, l'employeur doit faire un taux et on lui dit de choisir le taux neutre. C'est le taux de célibataire. Là, on n'a pas pris en compte qu'il était marié. On lui a pris juste l'impôt comme s'il était célibataire. Donc, l'année, en principe, ils auraient dû faire une déclaration en 2025 et déclarer ça. Là, on aurait dit, ils sont mariés,
D'accord? Donc, l'impôt qui a été prélevé par l'employeur est supérieur à l'impôt dû et ils auraient récupéré de l'impôt sur 2024. Et en plus de ça, le revenu de monsieur aurait été considéré que les 4 mois de salaire comme un revenu annuel. D'accord? Donc, déjà, quand on va calculer l'impôt, ça va être considéré comme un revenu annuel. Et en plus de ça, sur un couple marié, peut-être que bah, l'imposition aurait tombé à zéro. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale aurait remboursé à Emma et à son conjoint ce que l'impôt que l'employeur a prélevé par mois les 4 derniers mois. Donc, vous voyez combien c'est important de faire les choses, peut-être qu'il y a un trop payé. Donc, vous le savez, si vous êtes parti depuis longtemps, vous avez connu l'époque où on paye l'impôt que l'année N+1. Maintenant, depuis 2029, il y a le prélèvement à la source où les employeurs ou les banques ou les caisses de retraite prélèvent l'impôt à la source. D'accord? Donc, et puis aussi, si vous avez payé déjà des impôts pour des biens immobiliers l'année d'après, ils vous payez par acompte. Donc, donc ici, l'employeur a fait un prélèvement à la source et ils auraient pu récupérer certainement de l'impôt s'ils avaient fait leur déclaration de revenus. D'accord? Il aurait pu aussi bénéficier du régime des impatriés, l'article 155B. Donc, probablement, il a trop payé et il doit récupérer ce trop payé-là. D'accord? Nous allons donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Quand on a découvert Emma en 2026, on va l'aider à régulariser 2024 et remplir une déclaration donc pour l'année 2025. D'accord? Le régime des impatriés, est-ce que Clément, vous savez si ça intéresse les gens? Donc, je vais en parler carrément quand même. C'est pour les salariés. Donc, les conditions pour bénéficier de ce régime-là, qui est vraiment très favorable aux personnes qui reviennent en France. Donc, c'est les conditions, ne pas avoir été résident fiscal de France les 5 années précédentes, avoir été embauché de l'étranger ou être en mobilité groupe, c'est-à-dire quand vous avez décroché le poste avec la société française, vous étiez toujours à l'étranger, d'accord? Devenir résident fiscal à son arrivée en France et travailler pour une entreprise qui est basée en France. Voilà les conditions. Et les bénéfices, on peut avoir jusqu'à 30% de son salaire qui va être exonéré. Les journées travaillées à l'étranger sont exonérées. Les revenus d'investissement étranger, c'est-à-dire les intérêts, dividendes, plus-values, sont exonérés à hauteur de 50%. Et ce bénéfice pendant 8 ans. Donc, et pour Emma, pour régulariser l'année 2024, on va voir si son mari, qui a décroché un poste en France, répond à tous ces critères-là. Si oui, eh bien, on va les déclarer, son revenu. Déjà, l'employeur avait fait un prélèvement à la source au taux d'un célibataire sur 100% de son salaire. Eh bien, nous, on va aller déposer une déclaration rectificative sur que 70% de son salaire et en plus de ça, on va déclarer donc qu'il est marié. Et là, tout le prélèvement à la source de l'employeur, dans le cas d'Emma, on est proche de zéro d'impôt, alors que l'employeur, lui, il a prélevé un montant tous les mois. Et il va bénéficier de ça pendant 8 ans. Donc ça, c'est un régime qui est vraiment très, très tax efficient, très intéressant fiscalement parlant pour les personnes quand on remplit les conditions. Donc, et les journées par travail à l'étranger. Donc, le total des 30% de salaire exonéré plus les journées de travail à l'étranger ne doit pas dépasser 50%. Donc, il y a une limite à 50% du salaire. Et ben, si on a déjà une exonération de 50% sur les salaires plus sur les revenus passifs, c'est déjà très, très bien. D'accord? Donc souvent, qu'est-ce qui tourne mal? Qu'est-ce qu'on voit comme erreur avec nos clients? C'est que voilà, je n'ai pas été en France. J'ai été en France moins de 183 jours. Je suis par résidence fiscale. Je ne fais pas de déclaration de revenus. Je ne touche pas de revenus en France. Je n'ai pas besoin de faire de déclaration de revenus parce que tous mes revenus sont des revenus US. Moi, je suis en France. Tous mes clients sont en UK. On a eu un client vétérinaire comme ça. Il était en France et tu m'as dit, moi, tous mes pets sont
en UK. Donc, je fais de la téléconsultation pour les animaux. Je n'ai aucun animal en France. Je n'ai pas de clients en France. Donc, mes revenus, je les déclare en UK. Ah, c'est tout faux, hein. Il travaille en France, l'activité est exercée depuis le sol français, même si il n'a pas de clients français et qu'il est payé sur un compte UK, ce revenu est un revenu français et doit être déclaré en France. Mon revenu est déjà taxé à l'étranger, cela ne concerne plus la France. Voilà, donc Monsieur Jacques qui a un bien immobilier en UK, comme je vous l'ai dit, ce bien-là, il est taxable en UK, le bien situé en UK. Néanmoins, eh ben, il doit quand même le déclarer, même si le bien a été déjà déclaré, ce revenu a déjà été déclaré et taxé en UK. Une convention fiscale empêche une double imposition, mais ne supprime pas votre obligation de déclarer vos revenus en France. Alors, pourquoi c'est important? Agir, il faut agir tôt et c'est toujours préférable. Parce que la déclaration tardive ou omise, comme Emma, c'est majoration 10% pour dépôt tardif après mise en demeure. Si la majoration va passer de 40% s'il y a un défaut de dépôt délibéré et 80% s'il y a une suspicion de fraude ou de dissimulation. C'est-à-dire vous avez vraiment fait exprès de ne pas déclarer. Donc voilà. Donc les pénalités spécifiques pour non-déclaration, quand on ne déclare pas les comptes bancaires détenus à l'étranger, c'est 1 500 € par compte et par an et ça peut aller jusqu'à 10 000 €. Par contre, si le compte est situé dans un pays avec lequel la France n'a pas signé de convention fiscale. Donc, vous voyez, ça peut monter vite, très rapidement. Donc, pour Emma qui n'a pas déclaré pour 2024, ben, le risque qu'elle a maintenant, elle et son mari, ils ont à peu près 6 comptes bancaires. Donc, bon, voilà, voilà le risque qu'il y a sur leur tête pour l'instant. Donc, ben, c'est quand même important. Mais ils ne savaient pas. L'assurance vie à l'étranger, ils en ont une. C'est 1 500 € par contrat par an et ça peut aller jusqu'à 10 000 € encore si dans un pays avec juridiction non coopérative. Et aussi, si vous avez des trusts en UK, aux États-Unis, au Canada, ça, ce sont des dispositions fiscales très spécifiques à ce pays. La France, en France, il n'y a pas de trust, hein. La France ne reconnaît pas les trusts, mais si vous détenez ces trusts-là, vous avez une obligation de les déclarer. Sinon, c'est 20 000 € par an, par trust, ou 12,5% des actifs du trust si ce montant est supérieur à 20 000 €. D'accord? Ces pénalités sont totalement évitables. Il faut vite se mettre en conformité. Même pour les années passées, c'est toujours la meilleure option. Souvent, quand je vais dire à Emma, il faut qu'on régularise 2024, bon, elle a intérêt parce qu'elle voit bien qu'elle va récupérer de l'impôt, elle va enlever les risques sur les comptes bancaires. Par contre, dans certains cas, il y a des clients qui disent, ah non, je ne veux pas, je ne veux surtout pas réveiller le chat qui dort. Donc, je dis en fiscalité, mieux vaut réveiller le chat qui dort, sinon si tu réveilles tout seul, il devient un lion, hein. Ça veut dire quoi? Quand vous allez spontanément régulariser, bon, ça y est, vous êtes en meilleure position et l'inspecteur reconnaît votre bonne foi et tout ça. Et là, il va être indulgent, il va faire sauter facilement les pénalités. Mais quand c'est eux qui découvrent, alors bon, la coupe est pleine. Là, il ne faut plus qu'à boire. D'accord? Alors, donc, j'arrive en France, vous allez arriver. Par où commencer? Première chose, déterminer votre résidence fiscale. D'accord? Si vous ne savez pas le faire, demandez à un expert de vous le faire. C'est ça, c'est la base. Parce que si vous êtes non-résident, vous allez remplir une déclaration de non-résident. Et si vous êtes résident, vous allez déclarer une déclaration de résident. Je vous ai dit tout à l'heure, le résident doit déclarer ses revenus mondiaux, alors que le non-résident doit déclarer que ses revenus de source française. Et ce n'est pas les mêmes taux, ce n'est pas les mêmes règles qui s'appliquent et vous ne les envoyez surtout pas au même endroit. Donc, il faut déterminer la résidence fiscale. On arrive en France, on veut bâtir sa belle petite maison fiscale. La fondation, c'est la résidence fiscale. Et après, on identifie les obligations déclaratives. D'accord? Les revenus, les comptes bancaires, les assurances vie, les trusts. Voilà ce que je dois faire. J'ai déterminé ma résidence fiscale. Je suis devenue résidence fiscale en France. Voilà mes obligations. Examiner les années passées pour ceux qui sont déjà en France et qui, bon, se rendent compte que, bon, on n'a pas tout fait correctement les années précédentes.
notre conseil sera toujours de régulariser. C'est toujours bien de régulariser. Recensez vos revenus mondiaux, les salaires, les dividendes, les pensions et autres, quelle qu'en soit l'origine. Donc, pour être sûr que quand on va faire sa déclaration, ben, on a tout sur la table et on va pouvoir tout mettre dans les bonnes cases. Vérifiez votre convention fiscale, quel pays doit imposer chaque revenu. Et ça aussi, c'est notre métier. Vous dites, vous touchez des dividendes de US, vous touchez des revenus immobiliers de ce pays, des royalties de l'Inde, enfin bref, tout ce que vous voulez, c'est nous, notre métier d'aller regarder les conventions et de déclarer selon ce que dit la convention. D'accord? Et obtenir vraiment la première année de déclaration de revenus, je l'ai dit encore dans une autre slide, c'est vraiment important de, de faire ou d'avoir des conseils d'un professionnel. Comme ça, on sait qu'on pose les bases correctement et après, ben, on peut dupliquer les années subséquentes si la situation reste la même. Ben, effectivement, les montants vont différer, mais on sait qu'on est dans les rails. On est vraiment sur les rails, qu'on n'est pas en train de faire quelque chose et puis après, quelques années après, vous recevez un courrier d'administration fiscale qu'ils appellent proposition de rectification. Vous recevez ce courrier-là, vous savez que, ben, voilà, il y a anguille sous roche. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on en est? On est à 42 secondes, c'est ça? Minutes? Plus que 42 Je- secondes. Oui, on a beaucoup de questions, Yann. OK, Et d'accord. vous avez encore beaucoup de slides? Non, 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 il y a pas que éviter les erreurs coûteuses dès le départ, comprendre le fonctionnement du système fiscal, c'est les taxes. Donc, on fait plus que de déclarer, hein. C'est vraiment de vous amener à déclarer tout ce qu'il faut pour et correctement. Et la résidence fiscale déclenche tout. La conformité n'est pas facultative, mais elle est obligatoire et elle est gérable. Votre première année vraiment donne le ton. Voilà, vous êtes dans le clou de la première année. Donc, voilà, on peut faire le point sur votre situation. Première année nouvellement arrivée, allez hop, première déclaration bien faite et après on peut bâtir dessus. Si vous êtes déjà là depuis plusieurs années, on peut réviser les années précédentes et régulariser au plus tôt et puis offrir un accompagnement continu. Et voilà, c'était le dernier slide. Magnifique. Merci beaucoup, Eliane. C'était très clair, très dense. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, on repartagera cette présentation en live. Vous le Bien retrouverez sûr. sur Maudit Français si vous nous suivez au Canada et French Morning si vous êtes à Londres. Et on repartagera aussi vos coordonnées, Eliane, pour voilà, si vous avez des questions plus précises. On va essayer de prendre. On a beaucoup de questions. OK. On avait évoqué celle tout à l'heure et vous y avez un peu répondu avec l'exemple du vétérinaire qui était en France mais qui avait des consultations au UK, hein, c'est ça, en téléconsultation. Tout à Euh, fait. donc là, c'est le couple, si j'ai pour résumer rapidement, les deux ont des compagnies limited au UK. Elle étant Mhm, diététicienne depuis Paris, mais ses consultations sont en ligne pour des consultations mhm, au UK. mhm, Son mari a aussi une compagnie, mais son intérêt économique est en France. J'ai pas plus d'éléments à partager là-dessus. En tout cas, ils sont les deux rentrés en France. Est-ce qu'ils doivent mhm. fermer leur compagnie au UK ou est-ce qu'ils peuvent continuer Non, d'exercer? non, Et à ce non. moment-là, où Ils est-ce qu'ils peuvent déclarent? continuer. D'accord. Voilà. Et ils peuvent continuer à laisser peuvent laisser leur société en UK, continuer à travailler. La seule chose que c'est que la société étant immatriculée en UK, continuera à remplir ses obligations, hein. Il faut faire la déclaration de la société. Mais eux, les revenus qu'ils tirent de ces sociétés-là sont des revenus français et donc doivent être déclarés en France. D'accord? Donc, c'est totalement gérable. La société continue à faire sa déclaration et paie son IS et tout ce qu'il faut en UK. Et puis, eux, personnes physiques, les revenus qu'ils tirent sont des revenus français qu'ils déclarent en France. Ok, superbe. On a une autre question. Alors, c'est pour un couple qui était, alors je ne sais pas s'ils étaient au UK ou au Canada, mais il y a un des deux qui est rentré en France Mhm. et l'autre l'a rejoint un peu plus tard. Euh, qui va déterminer le moment du retour? J'imagine que OK, c'est le d'accord. second.
D'accord. Donc, depuis 1983, hein, il y a c'est la suppression de la notion de chef de famille. Donc, depuis, on détermine la résidence fiscale par tête. Là, on va déterminer la résidence fiscale du conjoint qui est rentré et celui qui est resté à l'étranger. On va peut certainement tomber dans le cas d'un couple mixte, c'est-à-dire un conjoint est résident fiscal, l'autre n'est pas résident fiscal. Et pour faire la déclaration de revenus de ce couple-là, d'accord? Le conjoint en France, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, on va faire une déclaration commune, d'accord? Une déclaration commune où on va porter les revenus mondiaux du conjoint qui est résident fiscal de France et les revenus de source française de l'autre conjoint s'il en a, si, le cas échéant, d'accord? Donc voilà, c'est comment on traite les. Donc chacun aura sa résidence fiscale. Enfin, le premier des conjoints va avoir sa résidence fiscale à son arrivée et l'autre aussi va devenir résident fiscal à son arrivée. Mais la déclaration de revenus, ça va dépendre de leur statut matrimonial. Donc, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens, ils feront une déclaration commune et ils bénéficieront d'un départ. Par contre, s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le conjoint en France qui est devenu résident fiscal va faire sa déclaration, mais avec le statut de célibataire, entre guillemets, parce qu'ils ne vivent pas sous le même toit et ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Est-ce que vous avez compris ma C'est réponse? limpide, ouais. Et j'en profite OK. aussi pour vous dire qu'on a beaucoup de messages de remerciements, Eliane. Donc merci Ah, pour voilà, la clarté des informations. Et une fois de d'accord. plus, ce sera rediffusé en replay. Donc si vous avez raté des choses, ce sera rediffusé. En termes de timing, ça va être quoi les dates à ne pas rater pour les déclarations? OK. Donc, les bons déclarants, ceux qui sont arrivés en 2025, qui vont faire une déclaration là en mai, une déclaration papier. Le 15 avril, ils vont annoncer les dates limites des déclarations de revenus, mais en général, c'est autour du 20, 19, 18 mai. D'accord? Donc, voilà les dates pour ceux qui sont arrivés en 2025, déclaration papier autour du 20 mai. Pour ceux qui sont déjà arrivés en 2024 et qui ont fait une déclaration en 2025 sur les revenus 2024, la déclaration de revenus, ça va être en ligne avec des délais postérieurs au 20 mai. Une semaine après le 20 mai, 10 jours après le 20 mai ou 2 semaines après le 20 mai, dépendamment du lieu de résidence. Ça dépend des deux premiers chiffres du code postal. Donc, de 0 à 19, c'est une date. De 19 à 51, c'est une date. Et puis, de 52 jusqu'à 97, c'est une autre date aussi. Mais ce sera publié vers mi-avril. D'accord. Une question de Nicolas sur un héritage. Alors, il est résident fiscal au Canada depuis plus de 6 ans. Et s'il hérite d'un bien français, est-ce qu'il doit payer des droits de succession en France? Non. Chez les biens situés sur le sol français, oui. Eh ben, c'est très clair, hein. Alors, on a un petit problème d'arithmétique. Concentrez-vous Oui, bien, Yann, ça va. OK. D'accord. C'est Je comme. note, je note, je Non, note. c'est juste, Rémi nous demande pour savoir il a bien compris. Donc, il rentre du Canada le 30 avril. Il a Oui, 3 pommes. Non, c'est pas ça. Et il comprend, il comprend qu'il serait donc résident fiscal en France à partir du 1er mai 2026 et il fera OK. en 2027 une déclaration sur ses revenus du 1er mai, pardon, au 31 décembre 2026. Est-ce que c'est C'est correct? c'est correct, tout à fait Eh ben, correct. Tous les là, revenus avant votre arrivée en France, ce n'est pas les histoires de la France, ce n'est pas ces oignons. On déclare les revenus touchés à partir de la date de résidence fiscale, puisque la France reconnaît la résidence fiscale partielle, ce qui n'est pas de tous les pays. Donc, oui, c'est correct. parfait, donc il a En bien compris grâce à vos 2027. Ouais. explications, une fois de plus. Mhm. Je suis rentré en France le 9 mars 2026 pour commencer un nouveau travail le jour même. Fin mars, j'ai touché D'accord. un bonus sur mon ancien employeur, de mon ancien employeur au UK au titre de l'année 2025. Où doit être déclaré le bonus France ou UK? OK. Donc, ce bonus UK, il est relatif à un travail exercé sur le sol UK, donc c'est imposable en UK. Cependant, comme il a touché après son retour en France, lorsqu'il va faire sa déclaration de revenu en 2027, il va déclarer ce revenu UK comme un revenu étranger taxable en UK.
mais il y a obligation de le déclarer. Donc, il n'y aura pas de double imposition, c'est le UK qui va imposer sur ce revenu. Néanmoins, étant résident fiscal, il doit déclarer ses revenus mondiaux. Donc, ce revenu UK va apparaître dans un formulaire bien spécifique qui s'appelle la 2047. Il est rose. Voilà, il va porter ce revenu dessus et le transférer sur la 2042. Ce revenu va être aussi taxé en France et on va lui accorder un crédit d'impôt pour annuler la double imposition. Vous vous donnez même la couleur des formulaires à remplir. C'est dire si vous êtes précise. Euh, si on est résident fiscal au Royaume-Uni et on achète un bien immobilier en France qui est loué, où payons-nous les impôts sur le revenu du loyer reçu du bien immobilier français En France, en France? le revenu immobilier est toujours taxable dans le pays dans lequel est situé le bien. C'est tellement clair que dans les 127 conventions signées par la France, c'est du copier-coller. Un revenu immobilier, vous en rendez compte, le bien, il est situé en France. C'est la France qui assure la sécurité du bien. D'accord? C'est le locataire envoie ses eaux usées dans les égouts français. C'est la France qui traite ces eaux usées-là. C'est la France qui fournit l'Internet et l'électricité et autres. Donc, on demande aux propriétaires résidents fiscaux UK de participer un peu à l'effort de guerre en France. Donc, ils paient ce revenu, l'impôt sur ce revenu-là en France en tant que non-résident, d'accord? On la voit bien au sein des impôts des non-résidents. Et en UK où il est résident fiscal, il va y déclarer ses revenus mondiaux. Il va porter sur sa déclaration de revenus en UK ce revenu français, mais va le déclarer comme un revenu étranger déjà taxable à l'étranger, déjà taxé à l'étranger. Une question d'Hélène. Alors, on va voir s'il y a assez d'éléments, vous allez me dire, mais quel conseil donner à un étudiant rentré 2 ans en France? Donc, j'imagine qu'il était peut-être au Canada ou UK avant. Est-ce qu'il faut déclarer, qu'il se déclare résident fiscal en France dès l'arrivée? Bah, il va faire une déclaration de revenus. S'il n'a pas de revenus, ben, il aura, comment ça s'appelle, il recevra un avis de non-imposition, ce qui D'accord? lui permettra d'aller déclarer, demander auprès de l'URSSAF l'APL, l'aide pour le logement, pour avoir d'autres ressources et autres. Mais l'obligation, c'est de déclarer et zéro. Et si cet étudiant-là, il avait des comptes bancaires au Canada, même s'il y a hein, 3 francs 6 sous dessus, ben, il déclare le compte. Sinon, il a sur sa tête un risque d'un million, pardon, 1 500 € sur sa tête parce qu'il n'a pas déclaré ce compte. Vous voyez, déclarer le compte, on ne vous demande pas ce qu'il y a là-dessus, c'est vraiment l'existence du compte. Et le fait de ne pas accomplir cette obligation administrative, ben, ça va générer des pénalités qui vont s'accumuler. Donc, cet étudiant-là, il fait une déclaration à zéro s'il n'a pas de revenus ou s'il a des revenus qui sont inférieurs à 3 fois le SMIC, d'accord? Et puis, il fait sa déclaration à zéro, il a un avis de non-imposition, il déclare ses comptes d'assurance vie, il déclare tout et il est correct en France. Parfait. Et pour un couple, est-ce qu'il doit y avoir un mariage, Pacs, ou le simple concubinage peut permettre de faire un domicile Une fiscal? déclaration. Ouais. Ah, c'est quoi? C'est la déclaration de revenus qu'on veut savoir ou la résidence fiscale? Parce que Sur tout à le l'heure, domicile fiscal, ouais. alors, pour le domicile fiscal, tout à l'heure, j'ai donné la déclaration du foyer. C'est le lieu où la contribuable, son conjoint, sa conjointe, ses enfants mineurs vivent. Donc, le conjoint, ici, ça peut être le conjoint marié, le conjoint pacsé ou le conjoint concubin, du moment où on vit en concubinage notoire, comme il est dit dans la loi. Donc, ici, pour la détermination de la résidence fiscale, d'accord, peu importe le statut du conjoint, il est pris en compte pour savoir s'il y a un foyer en France ou pas pour déterminer s'il y a un domicile fiscal. Oui. Par Est-ce- contre, pour la déclaration de revenus, ils pourront faire une déclaration commune que s'ils sont mariés et pacsés. D'accord? S'ils sont en concubinage, ils feront deux déclarations séparées. Mais dans le cas de l'article 4B, pour déterminer le domicile fiscal, le conjoint concubin aussi compte. D'accord. Euh, alors, on nous demande assez vaguement des précisions sur l'exit tax depuis le Canada. Est-ce qu'il y a des choses à savoir dans les grandes lignes? Ah, les États du Canada, je ne saurais pas vous dire. D'accord.
là-dessus. Ça, c'est canadien, ça. D'accord, ok. Donc, regardez avec votre comptable canadien directement. Exactement. Ok. Oui. Alors, Jérôme nous demande, lorsqu'on quitte le Canada pour la France pour un retour définitif en mai Oui. 2025 et qu'on a juste OK. 5 mois de revenus canadiens et 7 mois de revenus français, doit-on déclarer nos revenus canadiens et français dans les deux pays? Non. Au Canada, il déclare tout ce qu'il a touché de janvier à mai, c'est ça, hein? Euh, En tant que c'est- résident, ouais. en tant que résident fiscal au Canada. Et puis, quand il arrive en France, il déclare ses revenus qu'il a touchés de juin à décembre. D'accord? Cependant, si après son retour, il touche toujours des revenus de source canadienne, d'accord? À partir de mai, d'accord, il va faire un prorata et va déclarer ce revenu-là sur les 7 mois en France, puisque c'est un revenu qu'il a touché sur toute l'année et qu'à partir d'un moment, il est devenu résident fiscal de France. D'accord? Donc, si ce sont des revenus immobiliers, je dis n'importe quoi, et qu'il a touché toute l'année, ben, il va déclarer en France le revenu immobilier qu'à partir de la date où il est arrivé en France, comme un revenu étranger, taxable au Canada, mais néanmoins, il doit le porter sur sa déclaration. Sinon, s'il n'avait que des revenus canadiens et qu'après le retour en France, il n'a aucun revenu canadien, il n'a que des revenus français. Simple, au Canada, il fait une déclaration de résident de janvier à mai et après, il ferme la porte canadienne et en France, il ouvre la porte française et il déclare ses revenus français de juin à décembre. Et de manière très pragmatique, on nous demande, Aurélia nous demande comment faire sa déclaration au retour. Donc, il faut aller sur impôts.gouv.fr, j'imagine. Ah, OK. On revient et qu'on n'avait pas eu de numéro fiscal avant son départ, hein, si vous aviez déjà un numéro fiscal en France, dès que vous êtes parti au Canada 10 ans, en revenant, vous avez toujours un numéro fiscal. Donc, vous pouvez ouvrir un compte sur impôts.gouv.fr et faire une déclaration en ligne. D'accord? Sinon, si vous n'avez jamais eu de numéro fiscal ou si vous aviez, mais votre conjoint n'en a pas, OK, vous devez faire une déclaration papier. Et dans ce cas-là, vous deux, vous allez avoir après un numéro fiscal et l'année d'après, vous pourrez faire des déclarations en ligne. Sinon, c'est une Ouais, déclaration papier. d'accord. Et une question de Gisèle sur le régime d'impatriation. Euh, Ah, doit, très bien. doit-il se faire avant de revenir en France? Et y a-t-il un critère de revenu? Faut-il Mhm. prouver que la compagnie vous paie plus cher qu'un salarié qui était basé en France? Exactement, c'est ça. Le régime d'impatrié, je crois comprendre ta question, ça veut dire si ça doit être fait avant, ça veut dire est-ce que ça doit être mis dans le contrat de travail, c'est ça? Bon, je ne Je sais pas pense, si ouais. c'était là l'idée, Ouais. mais bon, si on peut Ouais. le mettre dans le contrat de travail que la personne touche X euros de plus que si on l'avait embauché en France, c'est très bien. Mhm. Mais si ça, même si c'est pas mis dans le contrat de travail, cela n'empêche pas d'en profiter. Néanmoins, comme je vous ai dit, 30% d'exonération, les 70% qui reste à consommer à imposition doit être équivalent au salaire analogue. C'est-à-dire, on doit prouver que la personne qui gagne 100, son homologue français gagne 70, parce que l'employeur a dû payer plus pour inciter la personne à quitter le Canada et à accepter un poste en France. On va lui donner, donc, voyez, ce bonus qui fait qu'il va accepter. C'est ce montant-là au-delà du salaire analogue qui est exonéré et qui peut aller jusqu'à 30%. Ok, super. On a encore des questions, mais on va devoir mettre un terme. N'hésitez pas à poser vos questions. On remettra les coordonnées d'Eliane en ligne sur French Morning et sur Modi Français. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Moi, je peux Et encore rester ouais, quelques minutes, hein, on peut en pas prendre vous, alors mais moi, une ou je peux. deux. Ouais. OK, d'accord. Alors, quel est le taux de taxe de revenus locatifs perçu en France pour un résident UK? Et quel niveau de taxe si je vends le bien français? Alors là, on est peut-être sur des taux. Une question. OK. Ouais. Alors, le taux d'imposition des non-résidents, 20%, sauf si vous pouvez prouver que si on prenait votre revenu mondial, votre taux d'imposition moyen aurait été de 17%. Sinon, par défaut, ce serait du 20%. S'il vend ce bien-là et qu'il a une plus-value, d'accord?
c'est la plus-value qui va être taxable, mais il aura droit à des abattements par année de détention au-delà de 5 ans. Donc, si la personne a eu ce bien pendant 10 ans, d'accord, et qui touche une plus-value, les 5 premières années ne se comptent pas, mais à partir de la sixième année, on va compter moins 6%, moins 6%. Donc, il aura droit à moins 6% 5 fois sur le montant de plus-value à imposer. D'accord? D'accord, ok. Vous avez C'est compris? Vous très avez clair. compris? Alors, Donc, moi, c'est j'ai 100 compris. 000. La plus-value est de 100 000, Ouais. d'accord? Il a eu droit à 6% pendant 6 ans, donc ça fait 36 000. Donc, il sera taxable sur 64 000. Voilà. Ok. Question plus formelle, mais est-ce que vous pourrez partager les slides que vous avez présentés tout à l'heure? C'est... Oui, bien sûr. Oui, Ouais, oui. ok. Bah Je vous parfait. Bah, on les les enverrai. ajoutera. Ouais, Oui, 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 bien parfait. Donc sûr. on pourra les Avec remettre plaisir. avec le replay. Pas de Avec problème. plaisir. Superbe. Une autre question de Jérôme qui demandait. Alors on a plusieurs questions sur les régimes d'impatriation. Euh, il Et donc, demandait. le régime Oui. d'épatriation, Mm. j'ai parlé des 30%, mais il y a aussi, je l'ai mis rapidement, il y a aussi toutes les journées travaillées à l'étranger sont exonérées et les revenus d'investissement touchés à l'étranger sont exonérés à hauteur de 50%. C'est vraiment très, très, très intéressant ce Ouais. régime-là. D'accord. Si vous y avez droit, vous pouvez aller, je ne vais pas pour faire ma pub, mais sur Elitax, www.elitax.com, et puis, vous avez droit à 30 minutes free task consultation et vous prenez rendez-vous avec moi ou avec Stéphanie. On vous l'expliquera à long et à large et c'est vraiment une consultation gratuite. Donc, n'hésitez pas. Bah, superbe. Parfait. Et il y a une déclaration spécifique à faire hein, quand on est en régime d'impatriation. Ah oui, 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 Ouais, ça, c'est oui, oui. ça. Il y a Ouais, une déclaration spécifique, il y a une attestation de l'employeur à joindre. Sinon, à coup sûr, vous avez droit à un contrôle fiscal, à un audit. Donc, oui, oui, c'est un travail. Il faut bien border la chose, mais quand c'est bien bordé, l'attestation de l'employeur, quand il est délivré, il est valable 3 ans. Donc, vous voyez, du moment où on fait bien les choses l'année d'arrivée, après, bon, on déroule, hein. On y a droit, on d'accord. y a droit. Ouais. C'est eux qui l'ont voté, alors il faut y aller. Mais il faut bien faire les choses dans les clous. Ok, super. Et encore des remerciements, décidément. Ok, bah super. Et peut-être une dernière question. Si nous avons combien de temps pour récupérer un trop perçu des impôts français? Ils ont prélevé sur les droits d'auteur durant 5 ans alors que nous étions résidents anglais. Nous étions taxés sur des droits d'auteur au UK aussi. Point d'interrogation. Et ils ont fait une déclaration rectificative? Si oui, à partir du moment où c'est clair, l'administration fiscale reconnaît qu'il y a eu un trop payé, d'accord? Vous recevrez un courrier qui s'appelle euh, euh, un courrier de dégrèvement, d'accord? Ça veut dire dégréver, on va vous rembourser ce qui a été payé. À partir où vous avez ce courrier de dégrèvement-là, ça prend 2 semaines. C'est vrai qu'on râle beaucoup après notre administration fiscale. Il faut dire qu'ils font beaucoup des efforts et tout. Et une chose qui est superbe avec l'administration fiscale française, c'est à partir du moment où ils reconnaissent qu'ils vous doivent de l'argent et que vous recevez cet avis de dégrèvement-là, l'impôt, le montant est sur votre compte dans les 15 jours. Je peux vous dire, je connais d'autres administrations fiscales italiennes, par exemple, quand ça rentre dans sa poche, ça sort plus. Ah bon. En tout cas, ça peut sortir, un mais il compte sur vous avoir à l'usure pour que vous abandonniez. Mais en France, voilà. Il faut être sûr que Ouais. ils ont demandé, hein, il faut demander que ça soit clair que l'administration fiscale l'accepte et à partir de l'avis de dégrèvement, 2 semaines. Eh ben, c'est superbe. Merci beaucoup. Je me joins à tous ces remerciements pour vous remercier à mon tour. Euh, je le répète une dernière fois, mais tout ça sera disponible en replay sur Maudit Français au Canada et sur French Morning London à Londres, sans surprise. Et puis, ben, rendez-vous sur French Morning rapidement pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup, Eliane. Merci, Clément. Merci. Bonne journée, C'était un bonne plaisir. soirée si vous êtes déjà en France. Et à très bientôt sur French À très Morning. bientôt. OK, merci. Au revoir.